Binge Audio. Salut les mauvaises personnes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Self-Care Ta Mère, le podcast mal-être de Binge Audio. Tous les mois, nous parlons de notre santé mentale sans tabou ni angélisme. Et pour parler dépression, ex-toxique, kétamine, bonheur, sens de la vie et chlamydia, vous retrouverez, comme à chaque fois, à mes côtés, mon adorable petite meute composée de Coco Spina. Salut Coco. Salut. Coco, elle est journaliste, surnommée la Gwyn Réac dans le milieu, et nous, on l'adore comme elle est. Elle a aussi fondé le média queer Manifesto 21 et elle fomente une révolution romantique. Samuel Doc, salut Samuel. Salut Judith. Samuel, lui, est psychologue clinicien, auteur de plusieurs ouvrages, dont l'éloge indocile de la psychanalyse, et son petit dernier s'intitule Les chemins de la thérapie. C'est un vrai psy qui, lui, sait de quoi il parle, contrairement à moi. Et cette semaine, nous avons la joie d'avoir à nos côtés Anne-Laure Buffet. Anne-Laure Buffet, vous êtes thérapeute, conférencière et autrice de Tous toxiques, tous victimes, avec un point d'interrogation. Bonjour Anne-Laure, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, je commence notre épisode de ce mois-ci par prendre une petite précaution. Aujourd'hui, on va parler de relations toxiques et se demander si nous aussi, on a déjà été toxiques. Et on va aborder les choses sans tabou, avec un angle un peu provoque. Mais attention, il est important de faire une distinction. Si nous sommes tous capables de comportements border, car les humains sont imparfaits et globalement des personnes très pénibles, nous faisons la différence entre comportement relou et violence. Et parfois, quand on est englué dans ce type de situation, on ne sait plus ce qui est de l'ordre du conflit ou de la violence. Donc, si vous avez le moindre doute sur votre relation, n'hésitez jamais à demander de l'aide à un proche, à un thérapeute ou au 3919. Moi, je les ai déjà appelés juste pour leur demander « Est-ce que je suis dans une relation conflictuelle ou est-ce que c'est de la violence ?» Et ils m'ont aiguillée. Cette précaution prise, attaquons le vif du sujet. J'aimerais commencer par vous faire une confession. Je suis l'ex-toxique de mon ex-toxique. Et cette idée m'est insupportable. À chaque fois que j'y pense, parfois ça me revient. Je marche dans la rue, je prends ma douche, je parle avec quelqu'un et j'ai des petits souvenirs comme ça qui me traversent la tête. Et je secoue la tête en réflexe, comme si je pouvais chasser ces pensées. Et si je veux me faire du mal, c'est très simple. J'ai qu'à imaginer ce fameux ex avec qui j'ai vécu une passion merveilleuse, puis destructrice. Je n'ai qu'à l'imaginer en mode début d'histoire avec une nouvelle compagne. Vous voyez ces moments quand on vient de se rencontrer et puis on se raconte son passé, on se raconte ses ex. Et là, je suis sûre qu'il prend un petit ton un peu suffisant et qu'il explique que j'étais bien trop instable pour construire une relation avec moi. Et qu'il décrit par exemple cette nuit où je lui ai envoyé 23 messages entre 2 et 4 heures du matin. Puis 28 entre 4 et 5. Puis 16 le lendemain. Oui, j'ai fait ça et encore, c'est pas le pire. Il y a aussi une fois où j'ai failli le frapper avec un énorme cendrier en verre. Là, je rigole plus, j'ai honte. Mais, mes chers auditeuristes, si vous aussi vous deviez juste décrire comme ça, en une seule phrase, sans contexte, sans rien, sans chercher à vous justifier, la pire chose que vous ayez faite dans une relation, ce serait quoi ? Ouais, ok, on joue dans la même cour. Et moi alors, quand j'imagine cette scène, quand je l'imagine avec cette femme, ça m'exaspère. Parce que quand je l'imagine dire ça, c'est complètement faux et complètement vrai en même temps. Parce que si les faits sont réels, moi je connais le contexte, un contexte de déchirure et d'humiliation, où poussé à bout, franchement, je me suis pas reconnue. Mais soyons honnêtes, si on me décrit les comportements factuellement, je suis bien obligée d'admettre que oui, dans ma vie, j'ai eu des comportements toxiques. Et je peux secouer la tête autant que je veux, il y a donc toute une galaxie dans ce monde, la galaxie des proches de mon ex, ses amis, sa nouvelle meuf, pour qui je suis probablement une ex toxique. Et puis un petit coin de ma tête où je le suis aussi. Et vous, mes adorables mauvaises personnes, êtes-vous l'ex-toxique de quelqu'un ? L'ex-toxique de votre ex-toxique ? Ou pire, êtes-vous l'ex-toxique de tous vos ex ? En vrai, on va se poser la question. Ça veut dire quoi, être toxique ? C'est quoi la différence entre être malheureux, désespéré, à bout, toxique ou violent ?
Merci d'être avec nous. Alors, on attaque dans le vif du sujet. Anne-Laure Buffet, vous êtes spécialiste, vous avez écrit un livre « Tous toxiques, tous victimes ». Peut-être commençons par poser les bases, parce que c'est un sujet délicat. Qu'est-ce que ça veut dire, être toxique ? Être toxique, on le dit trop facilement aujourd'hui. Je crois que les personnes profondément toxiques sont des personnes qui ont profondément toxiques pour tout le monde, sont des personnes qui ont une maladie psychiatrique, qui sont des malades au sens psychiatrique du terme. Pour le reste, on n'est pas toxique. On a des comportements toxiques, plus ou moins aggravés en fonction de l'interaction. Mais se dire, je suis toxique, il est toxique, elle est toxique, comme vous avez été là avec votre ex, à lui envoyer je sais pas combien de messages. Non, c'est une exagération, c'est se coller une étiquette, ça sert à rien. On peut parler peut-être de comportements parfois un peu toxiques et faut différencier les personnes des comportements. Bien sûr, si on comparait quelqu'un qui va manger 3 jours de suite de la viande, c'est pas pour autant qu'il est carnivore. Il a mangé de la viande. Alors la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est pas parce que 3 jours de suite, on va être insupportable, de mauvais poil, on va s'engueuler, on va casser les pieds de l'autre pour parler correctement, qu'on est toxique. En revanche, on commence à développer des comportements qui sont toxiques pour l'autre et possiblement aussi pour nous d'ailleurs. Vous dites que sont toxiques souvent des personnes qui ont des pathologies, voilà. Mais pourtant, est-ce qu'on peut parler de toxicité réelle aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément des pathologies et qui ne sont pas forcément diagnostiquées ? Bon, là, pour le coup, je pense que je peux répondre. En réalité, c'est un danger de faire ça, c'est-à-dire d'identifier une sorte de structure de personnalité toxique, parce que cela nous enjoint à définir un ordre moral en réalité, un ordre moral auquel on n'échapperait pas, une sorte d'opprobre qui serait attaché à notre front, et il y aurait les personnes saines, les personnes malsaines, les personnes gentilles, et puis les personnes méchantes, ce que Anne-Laure tu décris très bien d'ailleurs dans ton ouvrage, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent. C'est qu'en fait pour moi les toxiques ce sont les nouveaux pervers, et traiter de la notion de perversion implique de définir toujours un ordre social, un ordre politique. Et du coup, ça me semble toujours dangereux. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut pas... peut-être on a tendance, dès que quelqu'un nous blesse, en fait, ce qu'on veut dire, c'est « je suis blessé », je pense, quand on dit que quelqu'un est toxique aujourd'hui, ou qu'on est déçu, ou triste, ou malmené. Mais il y a aussi quand même parfois des situations... des relations qui sont toxiques. Peut-être parlons pas de personnes toxiques, mais des relations qui réveillent le pire chez chacun. Je suis d'accord, mais déjà pour rebondir, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a tellement de mal à dire « je suis blessé » ? Pourquoi c'est si normal finalement d'aller accuser l'autre de nous avoir blessés plutôt que de dire « je suis blessé » comme si ça devenait honteux ou coupable. Donc déjà là, il y a quelque chose qui fonctionne plus dans notre société. On a le droit de dire « j'ai mal, je suis blessé, je suis en colère », comme si c'était... je vois pas pourquoi on s'empêcherait de le dire. Si tout d'un coup vous me dites pendant l'émission quelque chose d'extrêmement désagréable, je vous dirais je vous dis je suis extrêmement blessée. Voilà. Oui. Et je vais pas dire qu'est-ce qu'elle est toxique celle-là. Non, bien sûr. Mais alors par contre, si vous me dites, pour essayer de comprendre, si je dis plusieurs fois des choses et vous me dites, je dis je suis blessée, et si je continue, là, est-ce que je deviens toxique ? Là, ça devient toxique, mais parce qu'il y a une répétition. Ouais. En fait, quand on parle de toxicité aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle d'une forme de violence psychologique et verbale, qui peut devenir physique, etc. Bref. Mais en tout cas, on parle d'une forme de violence. La toxicité, c'est une forme de violence. Il y a violence à partir du moment où il y a répétition, il y a récurrence, il y a impossibilité de remettre en cause l'autre, parce qu'il ne se remet pas en cause, il y a impossibilité de changer un rythme, et donc il y a une espèce de relation dominant-dominé qui s'installe et qui ne s'inverse jamais, et qui ne se transforme jamais. Là, on peut parler de toxicité. Si je vous dis, Judith, vous avez poussé le bouchon un peu loin, Maurice, et que vous vous arrêtez, voire que vous présentez des excuses qui ne sont pas forcément nécessaires, d'ailleurs on n'est pas obligé de s'excuser tout le temps, il n'y a pas de toxicité, il y a simplement qu'on est deux personnes qui fonctionnent différemment, et que pour moi, certaines choses peuvent être blessantes et pas pour vous, et inversement d'ailleurs. Peut-être que je vais vous blesser sans le vouloir. Toxique est un synonyme de néfaste, on pourrait dire la situation est néfaste, toxique, mais je ne crois pas qu'il y ait une personne intrinsèquement néfaste, sauf, comme le rappelait Anne-Laure, dans le cadre, par exemple, d'un trouble paranoïaque, d'un trouble de l'humeur non suivi, d'une véritable perversion. C'est là, en fait, pour moi, que peut se trouver le point néfaste, et encore, si la personne se fait aider et parvient à identifier ses conduites, alors peut-être ne l'est-elle pas, puisqu'elle essaye de s'en sortir.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des pervers narcissiques partout. Oh là là là, wow. Ouais, il est tôt, il est 9h du matin. Pourquoi tu as l'impression de les voir ou d'en entendre parler? D'en entendre parler plutôt, oui. Bah, j'ai l'impression que c'était la grosse notion à la mode. On fait des diagnostics un peu comme ça, de comptoir, quoi. C'était la grosse notion à la mode dans les années 2010, où même, oui, que tout le monde était... C'est affreux de dire 2010, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Est-ce que ça existe vraiment, le pervers? C'est très rare, non, les vrais pervers narcissiques, ça existe, mais c'est un cas de pathologie extrême, non? Expliquez-nous, les spécialistes, là. C'est un concept que l'on doit à Paul-Claude Racamier, qui l'a développé en 1985, et qui a été effectivement un peu systématisé dans les années, dans la quinzaine d'années qui a suivi, et qui est devenu un terme un petit peu à la mode, si je puis dire, une sorte d'étiquette diagnostique à la mode comme il y en a tant, pour désigner l'ex-conjoint problématique, le voisin fâcheux. On a mis beaucoup de choses qui... La perversion narcissique existe, je crois, mais elle est rare, et elle implique cette idée que l'autre devienne un théâtre où on vient résoudre nos conflits psychiques, c'est-à-dire l'autre est un théâtre où mon hémorragie subjective interne va trouver une sorte de réparation. Voilà, il y a cette nourriture de l'autre. On vient se nourrir de son âme presque, de sa moelle. Enfin, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Exactement, même si du coup, face à ce portrait clinique, on a développé une sorte d'image monstrueuse de la personne perverse narcissique, en éliminant par exemple l'idée qu'il puisse souffrir, qu'il puisse avoir une conflictualité interne, une histoire blessée. Et moi, je crois que c'est le cas. Je crois que il n'y a pas de monstre, sauf dans les cas de psychopathie rarissime. Il n'y a pas de pur monstre. Il n'y a pas de mal véritablement radical, en fait. Et d'ailleurs, le pervers narcissique, c'est devenu tellement un terme fourre-tout que moi, ça m'est beaucoup arrivé. Alors, effectivement, c'est vraiment un effet de mode parce que bizarrement, depuis le Covid, c'est presque parallèle en temporalité, depuis le Covid, je suis moins contactée par des personnes qui disent vivre avec un pervers narcissique, c'est plus je suis dans une relation toxique. Donc il y a vraiment une évolution assez rapide du langage. Mais c'est vrai que j'ai eu je ne sais pas combien de demandes de rendez-vous, de souvent jeunes filles. Et quand je dis jeunes filles, c'est entre 20 et 25 ans. Donc étant un dinosaure, pour moi, c'est très très jeune. Non mais rigolez pas, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que d'être un dinosaure. Mais me disant, alors désolée si je suis un peu grossière dans mes termes, mais me disant oui voilà je vous appelle parce que je viens de me faire larguer par un mec, mais c'est un pervers narcissique. Bon, ok, très bien. Alors je savais qu'elles avaient dû le lire dans un journal ou l'entendre peu de temps avant. Je leur dis très bien, expliquez-moi la situation. Et toutes, c'était à peu près le même schéma. Hein. Donc, c'était, ça fait 3-4 mois que je suis avec un mec. On a mis un peu de temps à passer à l'acte parce que avant c'était de la drague, c'était des ciné, c'était des restos. Puis je me suis dit, celui-là, il est plutôt sérieux. Et puis au bout de 3 jours, je me suis fait larguer. Et je disais, en fait, c'est pas un pervers narcissique. C'est un connard. C'est un connard, ouais. Là, vous êtes tombé sur un con. Il faut arrêter. Et il y en aura d'autres des cons. Il faut pas mélanger parce que le pervers narcissique, pour peu qu'il existe encore, qu'on puisse encore utiliser ce terme, il faut comprendre que c'est extrêmement dangereux et mortel. Donc on ne peut pas qualifier l'autre de pervers narcissique, et le pervers narcissique est mortel pour l'autre, mais il est mortel pour lui. Il est mort intrinsèquement. Donc on ne peut pas, c'est comme de dire je vous ai blessé, je suis blessante, on ne peut pas systématiquement utiliser ce terme. Parce que c'est. Mais est-ce que ces jeunes filles, du coup, elles viennent vous contacter, elles emploient les mots qu'elles trouvent autour d'elles. Est-ce que c'est si grave, du coup, qu'elles se trompent dans les notions ? Oui. Ah oui, vous pensez que c'est vraiment grave? Mais oui, c'est très grave parce que se dire j'ai été la proie ou sous emprise d'un monstre ou victime d'eux, c'est grave, et c'est grave à plein de niveaux. En fait, c'est grave parce que si on s'inscrit ça dans la tête, c'est comme de se mettre une enclume et des parpaings sur la tête et sur les épaules. On ne peut plus bouger puisque on ne se voit plus que comme une victime et comme une proie. Donc déjà, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que ça fausse complètement le regard sociétal, la compréhension sociétale, entre autres de la justice, par rapport à un certain nombre de situations, et que, quitte à devoir longtemps encore militer pour la défense des femmes victimes de violences conjugales et des enfants, et j'associe toujours les enfants aux femmes qui sont victimes de violences, il faut absolument que les termes aient un sens et conservent leur sens. Donc si on confond le connard et le pervers narcissique, une femme qui est victime de violence ne pourra plus être entendue de la même manière par la justice, par les forces de police, etc. Et comment savoir si on est... Parce que parfois, dans les
relations affectives, amoureuses, les émotions sont très intenses. Et la douleur aussi, quand on est jeune, elle peut être très intense. Ou même, quand on est plus vieille. Hein. Mais du coup, c'est peut-être une question idiote, mais posons-la. C'est comment savoir si on est face à un connard ou à un pervers narcissique? Je vais dire... Ou un vrai toxique, un vrai méchant, quoi. Ou Je vais vous dire, le pervers narcissique, on le voit pas. Le connard, ça se voit. D'une certaine manière, ça se voit. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je crois qu'il y a la loi. Je crois qu'il y a la loi à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Sur ce point-là, c'est très 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 important, c'est-à-dire que le véritable pervers maltraitant dans des situations d'emprise psychologique, et je trouve Anne-Laure que tu le décris très très bien dans ton ouvrage, est toujours rattrapé par la loi. Espérons que ce soit à temps, lorsqu'il y a vraiment la production de conduite mettant en danger, mais il y a quand même un rattrapage. À un moment donné... Ah bon? Moi, avec si peu tellement peu d'affaires de violence conjugale qui aboutissent devant la justice? Alors effectivement, on peut le questionner, mais en tout cas, la loi est un point quand même important. C'est un premier référentiel à partir duquel on travaille. Alors je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que le connard, comme tu dis, ne produit pas un acte contraire à la loi. Le pervers qui va user de violence psychologique, la violence psychologique, c'est sanctionné par la loi. Le harcèlement, c'est sanctionné par la loi. L'emprise peut être sanctionnée par la loi lorsqu'elle conduit à certaines situations. Donc tout ça, c'est quand même un garde-fou très précieux. Et que quand tu parlais tout à l'heure dans ta belle introduction des services, près desquels on peut se rapprocher pour savoir ce que l'on traverse, c'est le premier cadre qu'ils utilisent, c'est quand même le cadre de la loi. Est-ce que ce que tu subis est autorisé? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est une vision culturelle, psychologique? Mais c'est quand même un baromètre très extrêmement important, la loi. Tiens, d'ailleurs, je fais juste une aparté, mais parce que j'y pense. Si dans les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont amenés à conseiller ou à devoir aller sur les sites gouvernementaux ou appeler le 3919 ou aller sur les sites du 3919, on peut effacer les historiques, les cookies et les caches immédiatement. Donc je dis parce qu'on le sait pas forcément, il y a des personnes qui osent pas y aller ou qui vont dire non, je veux pas aller parce que je veux pas que ça soit tracé. Et il y a la possibilité très facilement de dire, voilà, c'était juste une aparté, mais je pense que vous avez raison, merci de le dire. Et moi aussi, je veux faire une petite aparté pour nos auditeurs qui seraient dans des relations où il n'y a aussi pas besoin d'être avec un pervers narcissique pour souffrir, et cette souffrance, on peut aussi travailler dessus, et ça peut être, et rester avec un connard, c'est pas non plus une bonne idée. Non. C'est pas parce que c'est pas un pervers narcissique qu'il faut rester avec lui. Moi, je parle de moi, tu étais là à mes côtés, Samuel, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, j'ai été dans une relation qui était toxique avec une personne que moi je trouve qu'il est un connard, mais qui est probablement pas un pervers narcissique, et ça suffit pour casser les pattes, hein. Enfin, qu'on n'est pas là pour dire et c'est d'ailleurs ce que j'ai appris à faire avec les années, à dire, en fait, moi, l'immense blessure que j'ai eue dans cette relation, c'est que cet homme, pour moi, m'a trahi. Parce qu'il a utilisé les confidences qu'il avait eues sur moi et mes fragilités pour après appuyer sur mes blessures. Et ça, c'est peut-être pas pervers narcissique, etc., mais ça, moi, je trouve ça extrêmement grave. Et ça suffit, en fait. Moi, c'est juste ce que je veux dire aux auditeurs. Et moi, j'ai réussi à me dire, ça suffit pour dire que c'est très grave. Pour moi, dans une relation interpersonnelle. Ouais, mais alors justement, Judith, là, vous venez de le dire, il a appuyé sur vos blessures. Et je vois la tête de Samuel, puisqu'on est face à face, on est assez d'accord pour dire quelqu'un qui va utiliser contre vous les fragilités, votre histoire, ce que vous avez pu lui donner en confiance. Je ne sais pas si c'est un pervers narcissique, mais c'est plus qu'un connard. Oui. Le connard, c'est celui qui écoute pas, qui rentre, va mettre le foot à fond, alors que vous avez dit non, là, les matchs, 4e de la semaine, ras-le-bol, qui fait passer ses potes avant vous, parce que, mais qui ne se sert pas de ce que vous lui avez apporté dans votre histoire commune pour le retourner contre vous. C'est-à-dire qu'il y a une notion quand même qui est précieuse, je trouve, que nous enseigne la psychanalyse, c'est l'idée que le pervers, c'est celui qui jouit de l'angoisse de l'autre. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose que tu décris qui est très juste, c'est-à-dire qu'il identifie quelque chose dans l'altérité et il sait très bien. Les personnes qui usent d'emprise, qui sont dans des mécanismes pervers, ils savent très bien qu'ils peuvent persécuter l'autre et que l'autre finira par revenir, ils savent exactement où appuyer pour faire mal, mais ils choisissent, ils font des choix, et c'est là que se situe la perversion, ils choisissent de ne pas en tenir compte et ils choisissent de faire mal et de jouir en fait de cette angoisse. Coco ? Oui, mais du coup, dans tout ça, j'ai l'impression que la question de fond, et c'est pourquoi j'adore le titre de cette émission, c'est qu'en fait, il y a peut-être une différence à faire entre conflit et violence, entre conflit et agression. Et c'est ce que, par exemple, une sociologue comme Sarah Schulman a écrit dans son livre « Le conflit n'est pas une agression ». Car la question de fond, en tout cas, de mon point de vue de journaliste qui n'est pas thérapeute, la question de fond, c'est de savoir, juridiquement parlant,
où est-ce qu'on commet des infractions et où est-ce qu'on n'en commet pas. Et donc, peut-être, Anne-Laure, si vous pouvez nous expliquer cette différence entre un conflit et une agression. Déjà, dans un conflit, il n'y a pas forcément volonté d'attenter à l'autre d'une manière ou d'une autre, donc de nuire à l'autre. Le conflit, c'est le moment où chaque individu va vouloir imposer son point de vue, ou en tout cas faire reconnaître son point de vue comme étant un juste point de vue. Et donc, il y a au moins deux points de vue qui vont s'opposer, mais en principe, un conflit entre deux personnes saines, donc qui vont réfléchir en équité et en équilibre, trouve une solution. Alors, on arrive à des concessions, des compromis, etc. Mais le conflit peut se résoudre par une négociation, une discussion apaisée. En revanche, il a permis d'expulser tout ce qui est de l'ordre de la colère ou de la frustration, sans pour autant agresser l'autre. C'est un moment, d'une certaine manière, on va décharger un trop-plein émotionnel. Parfois, on s'aime plus après un conflit. Bien sûr. Alors, parfois, ça consolide les... Enfin, souvent, quand on s'aime plus... Moi, je suis assez étonnée. Je suis toujours assez étonnée quand j'entends parler de couples qui, au bout de 10, 15, 20, 30 années de vie commune, n'auraient soi-disant jamais connu de conflit. Je me dis, mais en fait, ils parlent de quoi dans leur vie? Je suis d'accord avec ça. Ils doivent... alors, ok, c'est super. Maintenant, on a tellement de plateformes qu'ils doivent passer leur journée, leur soirée, leur nuit, leur week-end et leurs vacances sur Netflix et pas que. Mais c'est quand même assez récent. Sur 30 ans de vie, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils promenaient un chihuahua. Donc, non, et le conflit, c'est ça, en fait. C'est le moment où on peut sortir un trop-plein. Alors que l'agression, c'est l'intention, non pas d'exprimer une opinion ou un point de vue, c'est l'intention de réduire l'autre. Le conflit suppose le dialogue, quand même, et la confrontation des idées, et donc la reconnaissance de l'altérité, tandis que la violence est un défaut du langage. Serge Lebovici disait « Quand on n'a plus les mots, on se bat ». Et à ce moment-là, effectivement, l'altérité disparaît complètement et on ne s'adresse plus à un interlocuteur. Il ne faut pas rêver. Kant le disait bien, le seul endroit où il n'y a pas de conflit, c'est dans les cimetières. Et encore. Sacré Kant. Tu n'es jamais allé en Corse. Exactement. Est-ce que c'est possible d'être toxique ou néfaste vis-à-vis de soi-même? Vous en parlez dans votre livre, Anne-Laure Buffet. Bon, bien sûr. Bien sûr, à partir du moment où on perd en confiance en soi, en estime de soi, ou quand elle n'a pas été assez nourrie et consolidée, à partir du moment où... alors, il y a tous ces syndromes là qui sortent, pareil, des effets de mode, mais entre autres, celui qu'on appelle le syndrome du sauveur, cette obsession à vouloir aller systématiquement réparer l'autre, lui apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on répare en fait une propre faille narcissique? Est-ce qu'on n'est pas... on qualifie ces gens-là d'hyper empathiques? Ils vont quand même chercher quelque chose qui leur fait du bien en se disant « je suis allé sauver l'autre, je suis allé réparer l'autre ». C'est plutôt du narcissisme. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de narcissisme là-dedans. Alors, c'est pas forcément toxique, mais il y a une part de narcissisme. Et puis, ce besoin de se minimiser ou de se rabaisser ou de se maintenir dans un système relationnel, quelle que soit la relation où on n'est pas bien, on devient toxique pour soi. Le fait de ne pas vouloir écouter ce que nous dit l'autre aussi. C'est pas parce que quelqu'un va nous faire... aujourd'hui, on confond reproche, critique et pareil, et agression. C'est pas parce que quelqu'un va nous faire un reproche ou va nous faire une critique. Dans pas longtemps, Samuel va me dire que je parle trop et que je me tairai. Non, allez-y. C'est pas parce qu'il va me faire une critique que c'est une agression. Au contraire, je dois en tirer quelque chose. Si je me braque en disant il me casse les pieds à me reprendre systématiquement parce que je veux pas entendre, je me fais du tort à moi. Samuel, il ira très bien à la fin du podcast. Et moi, je vais sortir de là en disant, finalement, j'ai pas su le faire, j'ai pas su répondre, j'ai pas été bien. Parfois, c'est dur. Mais parfois, c'est hard d'accepter. Enfin, ça s'apprend d'accepter la critique. C'est pas il suffit pas de se dire, allez, très sincèrement. Vous savez quoi, Judith? Ça s'apprend. On apprend à vivre. Et quand on apprend à vivre, et qu'on se construit dans la relation à l'autre en règle générale, on apprend aussi qu'on doit s'accepter de nous et accepter l'autre tel qu'il est. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire osons être qui nous sommes. Ok, très bien. Alors, je l'écris dans le bouquin, foutons la paix aux autres aussi. Si on doit être qui nous sommes, laissons les autres être qui ils sont. Et si ça ne nous convient pas qui ils sont, on n'est pas obligé de les voir. On ne va pas tous vivre dans une grande, hyper, méga communauté de 7 milliards d'individus.
Et un exemple que vous avez donné dans une interview que je trouvais très intéressant, qui était celui de la baguette de pain. J'explique, c'est vous disiez, si je demande à mon mec de ramener une baguette de pain un soir, ou à ma compagne, ou à n'importe qui avec qui je vis, et qu'il ne le fait pas, c'est pas grave. Enfin, on n'est pas dans l'ordre de la toxicité. Par contre, si je lui demande tous les jours et qu'il ne le fait pas tous les jours, on commence à rentrer dans le domaine de la négligence. Et ce qui peut devenir toxique, c'est si je vois qu'il ne le fait pas tous les jours, mais que je m'invente des trucs dans ma tête en me disant le pauvre, il a trop de boulot, nanani, nanana, et que je n'ose pas dire les choses. Et là, je me saborde et c'est un comportement un peu néfaste vis-à-vis de moi. C'est néfaste. En fait, ce que vous êtes, cet exemple, et ce que l'on dit là d'ailleurs tous les quatre, c'est que l'une des choses qui manque le plus à notre société, je crois aujourd'hui, c'est la communication. C'est-à-dire à quel moment on ose dire les choses calmement à l'autre, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Comme je disais, si je vous dis « tu me blesses », ça ne veut pas dire « t'es une grosse salope ». Ça veut dire « je suis blessée, j'ai ressenti quelque chose qui ne me convient pas ». Et c'est ce qu'on n'ose plus dire ou ce qu'on n'arrive plus à dire aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il faut absolument redonner un sens aux mots. Alors, on l'a dit avec Samuel, entre autres pour le pervers narcissique, mais il faut aussi redonner, non pas oser être soi, libérer ses chakras, ouvrir son karma, machin. On est bien d'accord. Se dire, et puis dire toutes les 2 secondes « namasté », de me dire que je suis pourrie. Non, merci, ça va. Mais en revanche, se dire voilà, je vais prendre le risque de dire ce que je ressens, et si l'autre n'est pas capable de l'entendre, finalement, c'est que on n'est pas en accord, on ne pourra pas aller plus loin. Parce qu'un ressenti n'est pas une agression. Formuler un ressenti, ce n'est pas une agression. J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'une auditrice, qui est très sympa de nous avoir raconté cette histoire. Alors, pour expliquer le contexte, c'est une jeune femme qui a rencontré un mec sur OkCupid et qui a passé une très belle soirée, très belle nuit avec lui. Et puis après, le lendemain, ça a été un peu compliqué de gérer son émotion et puis rien ne s'est passé comme prévu. Genre, en fait, je te raconte que le mec, je le fous dehors à 1h du mat, qu'on s'échange nos numéros de téléphone, et alors, du coup, je lui envoie un message, on s'échange nos numéros de téléphone sur l'app, et donc, je lui envoie directement, j'ouvre une conversation sur WhatsApp pour activer justement un canal un peu plus normal de communication auquel il ne répond pas. Du coup, je lui renvoie un message sur l'app pour lui demander quelle messagerie il utilise. Et là, il ne répond pas non plus. Donc, je décide d'arrêter de lui envoyer des messages. Et c'est seulement le lendemain, en fait, en me réveillant, que je m'aperçois qu'en fait, j'ai absolument aucune nouvelle du mec, que je ne sais pas s'il m'a donné son numéro de téléphone. Et donc, je lui remets un message sur l'app. Et c'est là, en fait, que je sous-entends que le mec est peut-être pas quelqu'un de bien, tout en lui disant que, j'en doute pas et que j'ai vraiment aimé la nuit qu'on a passée tous les deux. Le truc, c'est que je sais qu'il faudrait que je me retienne. Je le sais. Et je lutte contre ça. Mais en fait, il arrive qu'il y ait cette espèce de moment où il y a quelque chose qui prend le contrôle, en fait. C'est presque pulsionnel. J'ai l'impression d'être super forte, d'être légitime, et j'envoie parfois des messages dans une espèce d'étrange compulsion contre-productive. C'est comme si l'espace d'un instant, en fait, mon cerveau fonctionnait plus correctement, et il m'arrive de produire des messages, ou alors soit il manque la moitié du raisonnement parce que j'ai essayé de faire court, ou inversement, je m'égare dans une espèce de tentative d'explication genre ultra pesante. Et c'est étrange parce que dans ces moments-là, c'est comme si je perdais une forme de discernement, en fait. Je suis plus tout à fait la même personne. Puis alors, assez vite, même pas 1 heure plus tard, je me religne et je comprends même pas comment j'ai pu trouver ça pertinent. Dans une réflexion assez juste, se glisse un truc super inapproprié, et je réalise trop tard que la portée d'un mot ou d'une phrase pas claire, en fait, va être mal pris, enfin, que ça peut pas être bien pris livré comme ça. Et alors en plus, là où quand même je bats des records, c'est qu'en fait souvent quand je déconne, bien souvent je m'arrête pas là et j'essaie de m'en expliquer. Donc en fait, voilà, assez vite je crée des espèces de mini catastrophes. Enfin, juste forcément, j'augmente le désintérêt qu'on a pu avoir pour moi, quoi. Alors suite au témoignage Anne-Laure Buffet, comment faire quand on voit qu'on dépasse les bornes? Déjà, ça veut dire qu'on voit qu'on dépasse les bornes. Mais on se voit faire et on n'arrive pas à s'empêcher. Elle est touchante, je trouve, de dire mais je vois que je fais de la merde, puis j'arrive pas à m'en empêcher, quoi. Comment faire? Mais vous savez, je crois que c'est cette part de nous un peu plus consciente, un peu plus adulte qu'il faut réveiller à ce moment-là. En fait,
C'est vrai que c'est touchant parce qu'on sent qu'elle est complètement désemparée avec son téléphone. Elle dira putain, j'ai encore envoyé ce message. Reviens. Et je pense que c'est loin d'être la seule, hein, franchement. Dans le monde moderne. Oui, je pense que c'est même pas la majorité des gens, mais il y a beaucoup de personnes comme ça. Parce que c'est facile aussi. Enfin, d'une certaine manière, c'est. Vous savez, moi, je suis un vieux dinosaure, hein, je vous l'ai dit, mais quand je vois beaucoup de gens, des générations qui me suivent, utiliser les réseaux sociaux, le téléphone, etc., je me dis, en fait, c'est exactement comme si on avait donné à un enfant de 3 ans un marteau sans lui expliquer que c'est dangereux. Et donc, on joue avec les réseaux, on joue avec la communication, on joue avec la possibilité de très vite avoir une info. On devient addict à ça. Il y a une vraie dépendance qui s'est créée et sans qu'on nous ait appris le contrôle ou la limite. Et ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens, alors Samuel va largement me compléter. Tu projettes beaucoup, je note beaucoup de projections sur moi depuis le début de l'émission. Attention. Allez, je dis que tu vas compléter ce que je vais dire. Pas du tout, je projette sur toi, rien du tout. Mais je crois qu'il y a ce phénomène qui est... C'est tellement facile, en fait. Et on est tellement dans une société de l'immédiateté et de l'urgence qu'on ne comprend pas pourquoi, quand on envoie un message, on n'a pas la réponse qui arrive immédiatement. On ne supporte plus cette frustration de l'attente de la réponse. Et on va chercher l'autre. Et là, on devient toxique pour l'autre. Alors, on n'est pas toxique. On devient dans notre comportement toxique à le provoquer, à dire « réponds-moi, réponds ». Et pendant ce temps-là, en face, la personne, qu'est-ce qu'elle peut dire ? C'est soit complètement abrutie à m'envoyer ce message, soit je suis harcelée. Tout dépend aussi comment on se positionne. Donc, je crois qu'il faut vraiment se dire, en fait, le téléphone est un outil de communication. C'est pas un moyen de rentrer dans la vie de l'autre. Et à partir du moment où on pousse la porte un peu trop, on rentre dans la vie de l'autre, on est déjà dans des comportements où on se met en danger et pour l'autre et pour soi-même. Samuel. On note quand même dans le propos de cette auditrice un très grand désarroi. On perçoit sa souffrance lorsqu'elle explique qu'elle ne peut pas s'empêcher d'envoyer ces messages. Et plus qu'une division, c'est un clivage. Une partie d'elle reconnaît la situation et une partie d'elle ne peut pas s'empêcher de la surmonter. Je crois que Anne-Laure, quand tu articules ça à la société, tu as raison sur cette question de la frustration. Mais il y a aussi, que fait-on du manque dans notre société ? Je veux dire, on est parvenu à créer une société de consommation où tout s'achète, où tout peut être expérimenté et tous les vides peuvent être comblés, alors que nous sommes des êtres profondément manquants. Je pense à la psychanalyste Ilse Barand qui disait « Peut-on être autre chose que pervers ? Comment ne pas être pervers alors que nous naissons manquants, que nous mourrons inachevés et que dans notre société, nous avons tout un tas d'objets qui prétendent combler notre manque. L'autre n'y échappe pas. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et tes recherches, Judith, sur Tinder le montrent bien, même l'autre est devenu inconsommable et peut devenir un pansement sur nos conflits psychiques internes. En tout cas, en entendant cette auditrice, je me dis que ça peut être aussi un départ. Cette double posture peut être un départ, par exemple en thérapie, en analyse, mais elle peut en faire quelque chose pour comprendre pourquoi ce manque lui est aussi insupportable, pourquoi elle ne supporte pas de ne pas avoir de réponse. L'autre, pourquoi il ne répond pas, on s'en fiche, et Anne-Laure, tu le dis très bien, on ne peut pas surmonter ce qu'il fait, ça lui appartient. Voilà, sa non-réponse lui appartient, il est libre. Mais elle peut faire quelque chose de cette souffrance et de son embarras. Ça peut être une invitation à un voyage à se découvrir soi-même. On n'est pas obligé de rester bloqué sur sa souffrance. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis aujourd'hui, puisqu'il y a plein de termes comme ça qui ont un sens ou qui n'en ont plus, quand on parle des dépendants affectifs, alors, ça a un sens et ça n'en a pas puisque c'est complètement disproportionné. Pareil, dès qu'on est un petit peu en manque de quelqu'un, on est dépendant affectif. Bon. Mais le dépendant affectif, c'est un individu qui est profondément dans le manque de quelque chose avant d'être dans le manque de quelqu'un. Et c'est ça qu'il faut aller travailler. C'est pourquoi, en fait, j'ai systématiquement besoin de croire qu'il faut que je sois dans une relation à une autre personne affective pour être quelqu'un de valable. C'est la dépendance, elle se crée là. Et c'est ce que dit Samuel. Et puis voilà, ça fait écho à Hélène. C'est ce besoin en fait de se sentir existant parce qu'on est en contact. Oui, alors la big up, moi j'étais dans la grande team des dépendants affectifs, mais alors Dieu merci, ça se soigne, je vous rassure si c'est votre cas, et d'ailleurs c'est quand même une grande libération de plus avoir besoin d'avoir toujours un crush, toujours un mec sur ton téléphone, toujours un mec à qui penser. On peut vivre sans avoir ça et c'est une grande libération. Je voulais juste faire cette petite incise. Bravo. Voilà, applaudissez-moi s'il vous plaît. Bravo Judith, bravo. J'aimerais poser une question qui moi me dérange énormément. Et je pense que je suis loin d'être la seule à avoir vécu ça.
Moi, ma relation toxique, ça a aussi été mes plus belles émotions intimes et sexuelles, enfin le meilleur coup de ma vie, quoi, pour parler, parlons franco. Et cet état de fait m'a longtemps dérangée. Il m'a dérangée pour deux raisons. Déjà parce que c'était tragique de perdre le meilleur coup de ma vie, quand même. C'est quand même triste de devoir laisser passer une intensité émotionnelle, affective, tout ça. Et aussi parce que ça m'a culpabilisée de malade. Je me suis dit, dans le fond, t'es une folle dingue qui aime la violence. Samuel. Ah bah ça c'est le grand propre, c'est pourquoi finalement ces relations nous excitent tant. Bons névrosés que nous sommes, pris avec nos culpabilités, nos sentiments d'interdit et la conflictualité interne entre le désir et l'interdit. Et tout à coup on rencontre une personne qui nous laisse à penser que y a pas d'interdit, quoi. On peut le surmonter, on peut résoudre la division profonde qui nous unit et tout semble possible. Et ça on peut se dire c'est un côté super bandant, vertigineux. Tu rajoutes à ça, c'est exactement ça. Tu rajoutes à ça une petite pincée, comme l'évoquait Anne-Laure, de fantasme de réparation. Il est dark, je vais le sauver de lui-même, je vais réussir, il sera mon Clyde, je serai sa Bonnie et je vais parvenir à résoudre l'équation, je le sauverai. Et enfin, pour couronner le tout sur ces relations-là, il suffit d'être dans une famille où il y a eu, et il y en a dans presque toutes les familles, des rapports d'emprise, des rapports de maltraitance, de brutalité, des non-dits. Et alors là, ça y est, on se dit, on est à la bonne place dans cette relation qui pourtant nous fait du mal. Mais est-ce que ça veut dire que les bons coups sont forcément toxiques ? Ah bah non. Merci. Non, mais surtout, depuis 2 minutes, je me dis, c'est atroce quand même ce que je viens d'entendre. Ça veut dire que vous avez terminé votre vie, vous êtes au bout de votre vie. Parce que vous avez dit, c'est le meilleur coup de ma vie. Pas pour l'instant. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit votre vie est terminée, c'est super triste. Soit vous êtes rentré au couvent, c'est pas très drôle. Mais pour l'instant, c'était le meilleur coup. Parce que justement, il y a eu une excitabilité particulière qui venait chercher autre chose que simplement la sexualité. Oui, bien sûr, alors, un bon coup, c'est jamais quand Samuel dit il est dark et je vais le sauver, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, des filles des jeunes femmes avec lesquelles je traînais entre guillemets, qui étaient toutes en quête du bad boy, genre Marlon Brando, le t-shirt blanc, les muscles, machin. Et au bout de 2 mois, je me disais le bad boy, c'est super pas rigolo, parce que je dis attendez, vous voulez un bad boy ou vous voulez quelqu'un qui va être bien gentil, bien assis sur le canapé, qui va pas bouger. Ce qui est valable à l'intérieur est valable à l'extérieur. Hein. C'est un peu comme le bifidus actif, ce qui se passe à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et je crois qu'il y a ça aussi. C'est pourquoi est-ce qu'on est attiré par des personnes qui fondamentalement portent en elles, et on le sait, quelque chose qui va nous être négatif. Les gens dark ou les gens qui vont être un peu trop mous alors qu'on a un super tempérament. Mais c'est tragique. Non, c'est que ça. En fait, c'est pas tragique. Oui. C'est qu'on a quelque chose en nous, on a un questionnement qui est pas encore résolu. Mais Coco. Pardon, mais oui, je suis d'accord avec vous tous, mais au-delà des questionnements, des manques et de ce que mes amis m'ont souvent dit être une dépendance affective, moi, j'ai pu ressentir énormément d'amour dans des relations qui étaient objectivement un peu toxiques. Et je crois que c'était du pur, en tout cas, du pur amour. Et je ne pense pas que c'était que de la dépendance affective. Et même au sein d'une famille, par exemple, on peut effectivement aimer ses parents, alors que ses parents, et peut-être ils ont été toxiques ou sont toxiques, Mais dans le sentiment amoureux, il y a quelque chose quand même de très archaïque, de très puissant. Il n'a jamais été dit que l'amour devait être quelque chose de doux, de cotonneux. Roméo et Juliette finit par 2 morts quand même. Je veux dire, l'archétype du romantisme, on a édulcoré tout cela avec une culture, mais l'amour est un sentiment profond. On valorise aussi des comportements destructeurs. Roméo et Juliette, ou même Belle du Seigneur, on nous dit c'est l'histoire d'une hyper belle histoire d'amour. C'est une histoire de mort, quoi. Ouais, de toute façon, je veux dire, si l'amour était quelque chose d'aussi simple et facile et, comme le dit Samuel, cotonneux, on ne serait pas obligé d'écrire dessus, que ça soit sur le plan du récit, sur le plan du théâtre, sur le plan de la poésie, de la philosophie. On n'aurait pas les plus belles chansons. Quand on prend le métal, le rock métal, les plus belles chansons d'amour, c'est quand même les hard rockers qui les ont écrites. Enfin, c'est... Génial, je connais pas le hard rock. Va falloir. Non, mais
c'est quelque chose, le sentiment d'amour nous traverse et nous transporte, et c'est très compliqué de se dire, est-ce que c'est un amour qui est vraiment pur? Qu'est-ce qu'on appelle pur? Est-ce que c'est un amour on peut être dans ce sentiment, comme le dit Coco, un sentiment qui est déchargé du manque, de la frustration, de la dépendance affective, donc où on se sent réellement aimant et amoureux d'une personne qui va nous renvoyer des comportements toxiques qui vont nous blesser. Et c'est d'abord l'équilibre en se disant, mais je l'aime, donc je vais non pas le sauver, je vais trouver un équilibre jusqu'au moment où je l'aime, mais je vais en crever. Voilà, parce qu'on peut parler de la virulence du sentiment amoureux, mais attention, aucune relation ne doit menacer l'intégrité physique et psychique d'une personne. Remettons les choses à leur place. Là, on va loin dans notre propos, parce qu'effectivement, on fait une anatomie du sentiment amoureux grâce à ton propos, Coco. Il peut y avoir du ravage, on le trouve chez Lacan, qui parle de l'amour comme d'un ravage, de la jouissance comme d'un ravage, mais à un moment donné, effectivement, il faut raison garder. Tu as bien raison, Samuel, et on fait juste une toute petite pause sur ces belles paroles. On se retrouve tout de suite. Chères âmes tourmentées, vous l'aurez compris, ici on parle de santé mentale, d'amour et de dark side sans complexe, mais on le dit et on le répète. Si vous pensez être dans une relation toxique ou juste une relation qui vous fait du mal, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous savez quoi? Peut-être que oui, vous vous faites des films, ou peut-être que non. Vous non plus, vous n'êtes pas facile à vivre. Et alors, c'est pas grave, même les plus gros relous ont le droit au respect. Merci d'être avec nous, c'est toujours Self-Care ta mère. Je suis avec mes grands amis Samuel et Coco et en compagnie de Anne-Laure Buffet, la thérapeute, et nous sommes en train de nous demander, êtes-vous l'ex toxique de tous vos ex toxiques? Alors ma chère Coco, il y avait un point que tu voulais soulever, que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que certes, nous sommes tous capables de violence, on l'a bien dit, on l'a bien expliqué, mais certaines personnes peuvent aussi utiliser notre capacité à nous remettre en question pour nous manipuler. Et tu avais un exemple très intéressant dont tu voulais nous parler. Oui, exactement. Alors, c'est un exemple qui concerne justement le livre de la sociologue Sarah Schulman, « Le conflit n'est pas une agression ». J'avais interviewé donc cette sociologue et il est arrivé que je tombe sur Instagram sur une conversation qui a eu lieu lorsque le chanteur de Salut c'est cool a été accusé de violence. Donc il y avait quelqu'un qui, pour le défendre, utilisait mon interview et les propos de Sarah Schulman, donc le conflit n'est pas une agression, pour défendre cette personne. Donc là, je suis devenue folle de rage. J'ai vraiment vu comment cette personne, en fait, était en train de manipuler les propos qu'on est un peu en train d'évoquer aujourd'hui, pour finalement asseoir une forme de contestation des violences. Cette personne était un violeur notoire, c'était quelqu'un qui avait commis des violences, et sur plusieurs personnes. Donc, on a commencé une espèce de débat entre nous en commentaire, où j'ai sincèrement passé plus d'1 heure à essayer d'expliquer, de m'évertuer à remettre l'église au centre du village. Puis ça a continué en message privé. Il m'a, pour le coup, selon votre définition, pas mal harcelé. Et donc, ma question, c'est quand on dit tous toxiques, tous victimes, quand on dit le conflit n'est pas une agression, devons-nous avoir peur que ces livres, ces propos tombent dans des mauvaises mains? Bien sûr, il faut y penser. Tout à l'heure, on parlait du pervers narcissique. C'est extraordinaire comme alors, je ne dis pas forcément que ce sont des pervers narcissiques, mais dans les maris violents ou les conjoints violents, combien se sont emparés de cette notion et ont lu, ils sont informés sur le sujet et le retournent contre leur femme en disant « t'es perverse narcissique, tu détruis les enfants ». Et comme ils ont lu, ils savent de quoi ils parlent. Donc bien sûr que ce livre, comme le livre de Sarah Schulman, pourrait être utilisé par des personnes aux intentions toxiques. Maintenant, si on se retient de lire ou si d'écrire ou si on se retient de dire un certain nombre de choses en se disant mais ça pourrait être utilisé donc déformé, finalement autant se taire, mais on n'aidera personne, on n'avancera jamais, on n'amènera aucune réflexion à se construire. Alors effectivement, il y aura toujours, fondamentalement dans la société, il y aura toujours des bons et des méchants. Voilà, c'est assez basique de le dire comme ça, mais il y en aura toujours. Il faut travailler pour, je crois, à la majorité des gens qui sont des bonnes personnes, et les personnes qui sont moins
bonnes, quelle que soit la raison, il faut en tenir compte, il faut surtout pas les ignorer. Mais si on se retient de faire les choses à cause d'elles, on va ignorer tellement de gens qui ont besoin de nous. C'est quelque chose que vous aviez en tête quand vous aviez écrit tous toxiques, tous victimes, de vous dire attention, si quand même il y avait un vrai manipulateur qui utilisait mes mots, comment je réagirais? Enfin, c'est un truc auquel vous avez pensé? Oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Surtout que c'est quand même le sujet que je travaille toute la journée en consultation. Mais bien sûr, mais encore une fois, je pense que c'est quand même indispensable de se dire, bon, bah voilà, je prends le risque et je peux pas mettre des mises en garde toutes les pages dans un livre, mais je prends le risque qu'il soit lu et donc mal interprété, éventuellement que ça se retourne contre quelqu'un. Parce que ça va être peut-être 2-3% en fait du lectorat, mais si ça peut aider tout le reste, bah, tant mieux, et c'est pour ça qu'il faut le faire. Et c'est vrai que les psys, à travers l'histoire, ont pu faire un certain nombre de dégâts quand il était quand il était question de perversion, en participant justement à définir le normal, la normale, le normé, la normée. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je me rappelle d'un patient, je vais évoquer la situation rapidement, qui est arrivé en consultation en me disant je vous consulte parce que je suis pervers narcissique. Je vais très très mal, je souffre et voilà, je suis pervers. Et j'ai dit mais comment vous savez que vous êtes pervers narcissique? Parce que mon ex-compagne a appelé mon ancien thérapeute pour lui dire que j'étais pervers narcissique et cette thérapeute m'a expliqué que je l'étais bien. Donc faut imaginer quand même la compagne qui appelle le thérapeute de son conjoint en disant voilà, c'est un pervers, faites attention. Et le peu d'éthique de cette thérapeute qui est intervenue, qui est sortie de son cadre en expliquant à mon patient qu'il était un monstre pervers, alors que j'ai bien sûr totalement déconstruit. Patient qui d'ailleurs un jour a quand même enlevé sa chemise en séance avec moi pour me montrer son corps, criblé de bleu, des bleus de sa compagne. C'était vraiment une image qui vraiment m'est restée. Donc là, l'assignation perverse, ça fait un très grand dégât et c'est pour ça que oui, tu as raison Anne-Laure, effectivement on est obligé d'écrire, mais il faut toujours garder une très grande prudence à rappeler ce qu'on peut faire de nos mots, que ce soit en consultation, que ce soit dans nos livres, et surtout aussi garder l'idée que lorsqu'on parle de perversion, lorsqu'on parle de toxicité, lorsqu'on parle d'emprise, on s'inscrit forcément dans un ordre politique et moral. Je vais prendre un cas d'actualité, c'est celui de Johnny Depp et Amber Heard. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire tous toxiques, tous victimes? J'ai pas suffisamment suivi le procès pour pouvoir parler de Johnny Depp et Amber Heard. Donc je vais certainement pas gloser sur leur personne. Leur relation était toxique. Ça, c'est certain. Quelle que soit la raison, après on peut parler tout ce qu'on veut, quelle que soit la raison, leur relation était toxique. Je sais pas, on va pas dire il l'est plus ou elle l'est plus, on va pas faire du pourcentage. Dans leur histoire, ils ont l'un pour l'autre, à mon sens, été toxiques et l'un, à cause de l'autre, était victime. Et ils sont devenus intrinsèquement et toxiques et victimes. Enfin, c'est un exemple. Alors, c'est pratique, j'allais dire. Après, hier, je disais à un copain, ce qui est terrible et pratique avec les personnes hyper médiatisées, c'est que heureusement, elles existent et elles dénoncent la violence, parce que comme ça, on peut s'en servir limite en tête de gondole pour signifier les choses. Heureusement, malheureusement, c'est atroce pour eux, et heureusement, leur situation de couple a existé pour qu'on puisse dire, il y a certaines relations, certaines histoires où les deux peuvent être toxiques, les deux peuvent être victimes. Et c'est quand même le cas dans leur histoire. Il n'est pas tout blanc et pas tout noir, et inversement. J'ai pas assez suivi l'histoire, mais quand même, ce qui, moi, j'ai trouvé terrible, c'est... je crois que oui, on peut tous dire que leur relation était violente, mais que quand il y a eu ce procès, le déferlement de misogynie qu'il y a eu contre elle, et de dire regardez, etc. Enfin, il y a eu un... Oui. C'est ça qui était aussi tragique. Moi, ce qui me choque dans ce procès, c'est exactement ce que tu dis, Judith. Évidemment, si vous n'avez pas forcément suivi le procès, vous ne pouvez pas forcément voir ce dont on parle, mais j'ai l'impression que justement, il y a eu un engouement, une espèce de biais cognitif, un peu comme vous l'expliquez dans Tous toxiques, tous victimes, en faveur de Johnny Depp. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il est cool déguisé en pirate, mais vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment ça. Voilà. Alors là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire que, encore une fois... C'est super, on est dans une société qui va vraiment mal. Enfin, c'est complètement con ce que je viens de dire, mais c'est vrai. On se bat pour défendre les femmes, pour lutter contre le sexisme, pour lutter contre toutes ces formes de violence.
Mais tout d'un coup, parce qu'on s'en prendrait à l'image archétypale c'est même pas de l'homme qu'est Johnny Depp, parce qu'il n'est pas grand-chose finalement, mais de tout ce qu'il aurait apporté à notre imaginaire d'enfant, il y a c'est une femme. Ça aurait été un homme en face, ça aurait été un homme. Je ne suis pas du tout certaine que les médias auraient réagi de la même manière et que donc le public aurait réagi de la même manière. Si un homme avait accusé Johnny Depp de harcèlement... Ouais, là, c'est devenu carnassier sur Amber Heard. Ouais. C'est ça, c'est exactement carnassier, Samuel. Mais de manière générale, moi je pense à Dolto, pour qui le pervers c'est celui qui se confond avec la loi et qui ne transmet pas la loi. Moi je me demande à un moment s'il n'y a pas un immense renversement. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a quand même le secret de l'instruction normalement, et là, tout à coup, un procès, alors certes il y a eu au moins des textes, il y a eu des réflexions, mais tout à coup le lieu de la loi, qui est quand même un espace sanctuarisé normalement, un espace protégé, un espace qui tient, est devenu un divertissement, d'entertainment, de la horde, de l'acharnement, etc. Est-ce que ça signifie pas aussi quelque chose d'une certaine perversification de notre société, où même la loi est ingurgitée par le système de l'image et où on jouit tous de voir deux ex s'affronter, se déchirer, se maltraiter. Pour moi, il y a quelque chose de très asphyxiant dans cette sorte d'arène où on voit deux personnes se taper sur la tronche. Sauf que là, c'est aux États-Unis. Oui. En France, heureusement, en France, c'est pas comme ça. La seule chose, c'est qu'on est dans cette société, je crois que dans le livre, je l'écris, où on a besoin sur l'autoroute de s'arrêter quand il y a un accident, parce qu'au cas où on verrait le cadavre et le sang, ça serait quand même vachement mieux. Et c'est terrible de se dire, on a ce besoin, c'est les jeux du cirque, on a ce besoin complètement archaïque d'aller voir le sang de l'autre pour s'en satisfaire et s'en dégoûter en même temps. Et là, Amber Heard et Johnny Depp, c'est ce qui nous a été offert. Et moi, j'ai arrêté au début, j'ai un peu suivi parce que de toute façon, on voyait que ça. Donc, voilà. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, quoi, on va pas se taper. Il y a des choses qui sont quand même bien plus terribles. Dans le même temps, on avait quand même en France le procès de suite au Bataclan, qui a des incidences et des conséquences nettement plus graves à tout point de vue. Mais non, c'était quand même beaucoup, beaucoup moins sexy. Et c'est vrai que ce besoin tout d'un coup de se dire, on a bien défendu les femmes, donc comme elles ont bien pris la parole, on va leur reprendre la parole parce qu'elles commencent à nous faire chier les gonzesses. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est un règlement de compte. Je trouve ça... alors, je ne suis pas pour défendre toutes les femmes, chacune individuellement. Il ne faut pas se dire non plus qu'on est toutes des saintes de vitrail. Mais faut pas... Enfin, là, il y a des mélanges qui sont extrêmement gênants, créés par les médias et créés par la société, entre autres américaine, qui est dans la surmédiatisation, la surpublicité, je ne sais pas comment dire, de tout ce qui se passe. Et enfin, ça va créer d'autres drames. Une excitation partagée. Ouais. Julia Kristeva a une formule que je trouve absolument terrible, mais absolument juste, comme souvent. C'est qui, Julia Kristeva ? Une grande philosophe, épistémologue, psychanalyste, plein de choses. Elle disait, au commencement était la haine. C'est-à-dire qu'on ne naît pas bon, on est avec un rapport à notre étrangeté, à l'altérité, et c'est à partir d'un travail qu'on va accéder à l'étrangeté de l'autre, en surmontant notre propre étrangeté. Mais au commencement était la haine. Il faut faire ce travail d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, et ça exige une pensée qui, effectivement, aujourd'hui, il me semble, dans notre société, est très très mise à mal. Alors j'aimerais aborder pour la dernière partie de cet entretien une notion qui est difficile mais qui est selon moi passionnante, qui est la notion de co-responsabilité quand on est victime. Alors j'avance avec des pincettes, je peux parler de ça parce que moi c'est quelque chose qui m'est arrivé. Quand j'ai vécu cette histoire d'amour tragique, c'est ça qui m'a poussé à pousser la porte d'un psy. D'ailleurs on dit bonjour à Valérie qui écoute tous mes podcasts. Et Valérie m'a dit, moi j'arrive serpillière, cœur brisé, c'est horrible. Moi, j'étais tous les clichés que vous avez décrits. J'ai été victime d'une personne toxique, nanani. Et là, elle me dit, je lui dis, tu as été co-responsable. Moi, je fais, quoi ? Enfin, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, était sur le moment. Ah ouais, tu te fous de ma gueule, quoi. Enfin, tu m'as regardé. Et elle me dit oui. Enfin, après du temps, etc. Elle m'explique en fait, être une personne adulte, c'est assurer ta sécurité affective, ta sécurité financière, c'est te prendre soin de toi comme tu prendrais soin d'un enfant. Et elle me dit, en acceptant l'inacceptable par amour, tu t'es trahi. Et quelque part, je me suis dit, ah oui, j'ai failli à mon premier devoir. Alors, c'est un peu grandiloquent, mais c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Alors, je fais une précision que c'est vrai parce que j'étais une femme adulte de 30 ans avec un homme. J'étais pas une gamine de 15 ans dans une situation d'inceste, genre Adèle Haenel ou Burger, etc. Là, j'étais vraiment dans une situation où j'étais libre de partir. Je travaillais, j'avais de l'argent, mais j'ai décidé de rester plus longtemps.
Et ça m'a mis une claque, mais en même temps, j'ai eu le sentiment qu'en faisant ça, elle me rendait aussi une part de liberté, qui était de dire « Tu n'es pas qu'une pauvre gazelle que les lions peuvent venir bouffer, tu es toi aussi un lion qui peut décider de te barrer parce que tu as cette possibilité-là. » Et la troisième et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je me suis rendu compte aussi que c'était la seule personne qui pouvait me dire tu as été co-responsable. Une amie, ma mère, un pote, ça m'aurait rendu ouf. Parce qu'elle m'a dit par contre, on va travailler pour faire en sorte que tu sois suffisamment forte pour être capable de quitter même l'amour de ta vie, parce que c'était pour moi l'amour de ma vie, s'il te met dans des situations qui sont autant ingérables. Alors la question que toute grande introduction m'amène à poser, c'est est-on co-responsable des violences qu'on subit ? La question est extrêmement complexe, mais ce qui est certain, c'est que pour pouvoir se sortir d'une relation toxique, perverse ou autre, il s'agit d'identifier la manière dont on a pris place dans ce système. Car un couple, c'est un système qui fonctionne ou dysfonctionne. Moi, je pense à Sophie, une patiente que j'accueille actuellement en thérapie, qui refuse le terme de victime. D'ailleurs, elle dit « je ne suis pas victime, je suis quelqu'un d'autonome, de désirant, voilà, j'ai fait des choix ». Et son témoignage est très fort parce que justement, au bout d'un moment dans la thérapie avec elle, elle a dit « en fait, j'en ai ras-le-bol c'est mon sentiment de culpabilité en fait. Je le déteste parce que je me déteste moi d'avoir été en couple avec cet homme qui m'a fait tant de mal et il lui en a fait beaucoup. Et elle a dit maintenant c'est sur ça que je veux travailler. Lui je ne peux pas le changer, il a son histoire, sa mère complètement folle et tous ses problèmes. Moi je peux travailler sur mon sentiment de culpabilité, sur les choix, réussir à identifier ce que j'ai trouvé, pourquoi mon histoire m'a conduit à ce moment de la relation. Et peut-être que c'est là qu'apparaît cette responsabilité-là, c'est de se dire que notre histoire nous conduit à faire certains choix, à prendre certaines décisions qui nous aliènent. On peut s'aliéner nous-mêmes. Plus que de co-responsabilité, je parlerai d'auto-aliénation. Moi, je dirais qu'il y a deux choses, parce que il y a le fait d'être victime, et tout à l'heure tu parlais de la loi, et victime au regard de la loi. C'est-à-dire que on peut et on doit se nommer victime quand au regard de la loi ou au regard de la morale, mais de la morale sociale, il y a quelque chose qui nous a été fait, qui va agresser la loi ou la morale et qui nous met vraiment en danger. Et là, on peut se dire victime. Moi, il y a un exemple que je prends très souvent pour les personnes qui refusent d'entendre, c'est de dire on vous aurait percuté avec une voiture, vous seriez accidenté de la route, vous seriez victime d'un accident de la route. Oui. Et c'est pas grave. C'est ça, exactement. C'est pas grave. Oui, on pique ton sac, t'es victime d'un vol. Mais en revanche, être victime d'eux n'interdit pas et n'empêche pas la co-responsabilité. Et Alberto Heger, qui est psychanalyste et qui a écrit un livre qui a pas du tout plu à beaucoup de gens, à savoir Le pervers narcissique et son complice, c'est quand même l'idée qu'il a commencé à développer, que d'autres ont développé, que je développe aussi. C'est un très bon livre, mais il est assez ardu à lire, donc il faut au moins en retenir l'idée. C'est que on participe, quand on rentre dans un système, on participe de ce système. Parce qu'on est un individu, en principe, pensant et agissant. Si on ne participe pas, c'est qu'on est déjà tellement dépersonnalisé qu'en fait, on ne va pas avoir besoin d'une thérapie, on va avoir besoin d'une très très longue thérapie pour pouvoir se retrouver. Et quand on est pensant et agissant, on peut mal penser, on peut mal agir, mais on peut le travailler pour le transformer et en faire quelque chose. C'est exactement ce que vous avez fait, Judith, grâce à Valérie. Voilà. Donc, big up à Valérie. Voilà. Donc, votre mère, votre meilleure amie, votre meilleur ami, n'auraient peut-être pas pu vous le dire, mais en revanche, parce que ça a été une parole neutre, vous avez pu la recevoir et ça, vous avez pu élaborer quelque chose avec ça. Et ça, c'est indispensable. Quand on dit, en tant que thérapeute, en tant que psy, quand on dit à quelqu'un, vous faites partie de cette responsabilité du système, ça n'est pas espèce de pauvre tâche, regarde ce que tu as fait, c'est tu peux réagir. C'est très différent. Si tu peux réagir, tu peux agir, tu peux transformer. Et écrire, c'est une histoire que tu as écrite. Oui, d'ailleurs, alors, petit instant autopromo, j'oublie. Oui, j'ai fait un podcast de cette relation qui n'a pas été produit par Binge, mais j'en fais quand même un peu de pub, qui s'appelle Qui est Miss Paddle, où j'ai raconté la prise de conscience, la reconstruction, etc. Et qui a été un très beau travail, d'ailleurs, à accomplir. Mais oui, je sais bien de faire cette distinction, parce que c'est une notion très dangereuse, la co-responsabilité, mais qui est quand même aussi, comme vous le disiez, libératoire, et qui change le statut de la victime. Coco, tu voulais parler de ça. Oui, en fait, j'ai l'impression, déjà, pour rebondir sur ton témoignage,
je pense que c'est très intéressant d'aborder la co-responsabilité parce que ça nous responsabilise, ça nous sort en fait de cette espèce d'imagerie un peu fantastique de la victime comme étant quelqu'un d'inerte, quelqu'un d'impuissant selon une logique très catholique, très blanche, très occidentale de ce qu'une victime sacrificielle devrait être. Moi, les victimes de violences que j'ai pu rencontrer dans mes enquêtes sur le sujet ne sont que très rarement des espèces d'agneaux fragiles et purs. D'ailleurs, si je pense à Virginie Despentes qui raconte son viol, c'est quelqu'un qui a subi des violences. Je veux dire, j'ai pas dans ma tête, quand je la vois, l'idée que c'est une victime pure et sainte. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être cette notion de co-responsabilité nous aiderait à secouer ces stéréotypes qu'on a autour de la victime. Et c'est peut-être aussi libérateur, effectivement, de complexifier l'image de la victime. La complexifier et augmenter le lexique, ne pas rester prisonnier d'un pauvre lexique, mais mettre au travail exactement comme tu l'as fait, Judith, à travers l'histoire avec Mr. et Miss Paddle. C'est augmenter notre compréhension des événements, parce que plus on parle, plus on écrit, plus on réfléchit, plus l'univers devient immense. Et peut-être que celui qu'on pensait être un pervers dont on a été victime, c'est plus compliqué que ça. On arrive à percevoir peut-être comment il s'est construit, comment il est devenu celui qu'il était, comment on y a trouvé un certain bénéfice, conscient ou inconscient, pourquoi on est resté. L'histoire est sans fin. Et puis, juste pour terminer, c'est vrai ce que tu dis, et on peut être victime à un moment donné dans sa vie, mais on peut aussi avoir des comportements toxiques à un autre moment de sa vie, chose qui évidemment m'est arrivée. Bien sûr, j'ai vécu des violences, mais j'ai aussi été toxique avec des gens. Et je veux dire par là qu'en fait, je ne suis pas une victime par essence. Et dans une situation juridique, pénale, morale, au sens de la société, je suis une victime, mais dans bien d'autres situations, je suis quelqu'un qui a fait du mal aussi. Et ça, c'est super important de le dire. Il n'y a pas d'essentialisme avec la victimologie. C'est un état, à un moment, c'est une situation. Il faut qu'elle soit constatée, il faut qu'elle soit entendue juridiquement si c'est possible, il faut qu'elle puisse être réparée, mais surtout, il faut qu'elle soit transformée. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Parce qu'en fait, quand je l'ai écrit très rapidement, donc c'était il y a 2 ans, et quand l'éditeur m'a contacté pour me proposer d'écrire un livre, j'ai dit oui, très bien, pourquoi pas. Mais sauf que j'étais arrivée à une dose de ras-le-bol du pervers narcissique c'était mon big burn-out du début de Covid. Et là, j'ai dit ok, très bien. Donc, des burn-out de psy. Mais on en fait. Et là, j'ai dit ok, moi j'écris un livre, mais c'est pour dire, puisqu'aujourd'hui on est tous censés être victimes, et particulièrement certaines catégories de la population qu'on va forcément désigner comme étant des victimes parce qu'elles le sont, il faut arrêter de tout mélanger. Et le mélange m'insupporte et l'amalgame m'insupporte. Et par rapport à ce que vous dites, Coco, moi ce que je trouve vachement important, c'est justement cette notion de je suis conscient que je suis victime de quelque chose, ça ne m'empêche pas d'être consciente que par moment, je puisse être toxique ou avoir en tout cas des comportements toxiques pour d'autres personnes parce que nous sommes différents, parce que je vais décharger sur eux certaines choses. C'est hyper important parce sinon on va faire des grands vitraux, puis on va tous mettre nos effigies sur les vitraux, puis on n'a qu'à s'accrocher, ça va être super joli. Mais on n'est pas des cathédrales. Est-ce que c'est vrai? On n'est pas des cathédrales, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'on peut apprendre à reconnaître les manipulateurs? Bon courage en tout cas. Une personne qui vraiment... Parce que la manipulation, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est les personnes qui ont ce besoin d'aménager la relation à l'autre en manipulant, ça fait écho à des processus très anciens de la psyché. Ce sont souvent des personnes qui ont vécu des situations d'insécurité, de négligence ancestrale dans leur développement, et qui très tôt ont développé ces mécanismes pour survivre psychiquement. C'est-à-dire l'autre, s'il n'est pas manipulé, je peux le perdre, il me fait peur, et c'est organique. Franchement, moi j'ai un poste dans la protection de l'enfance, donc je reçois beaucoup de parents dits maltraitants en situation de disparentalité, mais souvent ils ne se rendent même pas compte de leur manière de fonctionner avec l'autre. Et c'est pour ça que Freud avait cette formule. Ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés. Le pervers, c'est celui qui ne consulte pas. Parce qu'il ne sait pas en fait qu'il y a un problème, ou en tout cas il le sait et ne le sait pas, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, voilà la référence pop qui surgit tout à coup dans ma bouche, je ne sais pas pourquoi.
Et vous savez, reconnaître les manipulateurs, ça me fait sourire parce que j'ai animé pendant longtemps des groupes de parole et de temps en temps, je voyais arriver des personnes qui me disaient Anne-Laure, là dans le métro, j'en ai vu deux pervers narcissiques. Je disais, c'est super. Vous savez quoi, il y avait un gyrophare, des panneaux pervers. Et je disais, non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Ce qu'il faut apprendre à identifier, c'est les comportements qui, pour nous, vont être dangereux individuellement, ce qui pourrait mettre en difficulté Samuel ou vous Coco ou vous Judith, c'est peut-être pas ce qui va me mettre moi en difficulté. Quels sont les ressorts qui vont me faire réagir par rapport à quoi je vais répondre ou pas. C'est ça qui est important. Sinon, on reste encore une fois figé sur l'autre. Alors l'autre, il est bien sympa dans notre vie, mais dans notre vie, en premier lieu, il y a nous. On est seul, on meurt seul, comme qui dirait. Oui, ce qu'il faut apprendre à identifier, c'est peut-être aussi comment on se sent si une personne nous insécurise. Peut-être qu'elle insécurisera pas une autre personne. Et d'ailleurs, il y a certains couples que moi, vu de l'extérieur, qui ont l'air très bien ensemble. Par exemple, on en connaît, je sais pas, des couples d'amis qui se parlent hyper mal, puis après se parlent hyper bien. Puis pour eux, c'est normal. Moi, je serais là, mais c'est de la violence. Enfin, moi, je le vivrais comme de la violence. Ou j'ai un autre couple d'amis, mais vraiment, ils le vivent bien. Où c'est il y en a qu'un des deux qui a le droit d'être polyamoureux, puis l'autre est OK. Et moi, je suis là. Mais très sincèrement, moi aussi, je me disais, ce que je vois ta tête, Samuel, je me disais, c'est chelou, c'est bizarre. Et quand on parle avec eux, vraiment, je te promets, ils fonctionnent comme ça, quoi. Et c'est assez déroutant parfois de voir que ce qui serait pour moi toxique l'est parfois pas du tout pour d'autres. Ah ben ça, je suis bien d'accord. Hein. Même si certaines personnes, parfois, ne savent pas qu'ils sont dans des relations. Je partage ton avis. Je pense que le couple, en plus, est une entité quand même à redéfinir, à faire vivre. On peut être poli, on peut être... Voilà. OK, je suis vraiment très ouvert à ça. Mais cependant... parfois, les personnes ne savent pas qu'elles vivent des choses qui... Et c'est pour ça que souvent, je pense au cas de Sophie que j'évoquais tout à l'heure, c'est après des années et des années de relations qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle subissait, que ce qu'elle vivait était totalement anormal, indigne, et son entourage aussi, c'est-à-dire que tu parles des amis, il faut le savoir, quand on est dans une situation d'emprise, c'est absolument terrible, mais le jour où survient la séparation, personne ne comprend. Non, personne ne comprend. Okay. Il était super, vous aviez l'air si bien ensemble, tu l'as jamais critiqué, tu nous as jamais rien dit. Et ça, c'est absolument infernal. Et là, je parlais de double peine, c'en est une de double peine. On subit non seulement l'aliénation, l'emprise, mais en plus la désapprobation de l'entourage. Coco. Moi, justement, cette histoire de ne pas réaliser qu'on est dans une relation toxique, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de femmes de ma famille. Mais bref, je pense que peut-être l'une des choses qui nous permettrait de mieux comprendre les relations qu'on vit, c'est aussi de pouvoir exprimer librement des émotions qui sont socialement jugées comme étant peut-être néfastes, comme la colère, par exemple. La colère, c'est une émotion qui est extrêmement mal jugée. Alors, surtout aujourd'hui, on ne peut pas être en colère parce que, je ne sais pas, la CNV, c'est-à-dire la communication non violente, est passée par là. Et donc, on apprend, surtout à des femmes, bien sûr. Alors, Coco déteste la communication non violente, juste pour le contexte. Oui, voilà. Oui, et je l'assume. Après, je suis prête à en discuter, mais c'est vrai que... Pourquoi j'aime pas ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est encore une injonction blanche, dominante, normative, sur des personnes en difficulté qui ne peuvent pas exprimer, du coup, des émotions salvatrices, comme le fait de « je suis en colère, je casse un verre », parce que c'est important, je pense des fois, d'être en colère, de pouvoir le dire, de pouvoir le verbaliser. Et je pense que la colère, dans certaines situations où on pourrait être silencieux, c'est aussi une façon de mettre des limites. Et voilà. Vaut mieux casser un verre que de casser l'autre, en tout cas, Coco. Oui. Mais souvent, on dit attention à ce que quand quand même une personne commence à taper dans les murs ou casser des choses dans la maison, on dit que souvent c'est un signal d'alerte. Donc casser les verres, pas tous les jours quand même, je pense, non ? En fait, c'est un signal d'alerte. Encore une fois, il faut se regarder soi avant de regarder l'autre. Si je prends un verre parce que ça fait 15 fois que je répète quelque chose à mon compagnon et je l'aime, j'espère qu'il ne va pas écouter. Il est sourd comme un pot, ce qui fait que forcément il n'entend rien de ce que je lui dis. Si je finis par prendre un verre d'exaspération et le balancer par terre, je vais pas lui faire peur. Ça va être et mon exaspération et mon besoin de le faire sursauter. Je vous rassure. C'est jamais arrivé, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas lui faire peur. En revanche, quand on a face à soi quelqu'un qui va prendre un verre et qui va le balancer, et un verre
bon, un verre cassé, ça surprend, mais ça ne fait pas trop peur, mais qui va taper sur la table, qui va taper dans le mur. C'est-à-dire qu'on ressent physiquement quelque chose, on se rétracte physiquement, comme si on prenait le coup, c'était pas le mur qui allait prendre le coup. Là, c'est pas simplement un geste de colère, c'est qu'il y a autre chose. Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, la colère, c'est une des émotions les plus primitives de l'être humain. Elle nous sert à nous sortir des situations de danger. Mais le problème, c'est quand elle devient une absence de secondarisation, c'est-à-dire lorsqu'on n'arrive plus à la médiatiser, à faire autre chose, à quitter la pièce, par exemple, pour évacuer la colère. Et je vais vous faire une confidence. Moi, mon père était extrêmement colérique. Je l'ai vu péter des plombs pour des motifs complètement dérisoires. Et c'est quelque chose dont j'ai hérité. Je sais que c'est dur à imaginer, mais il m'a fallu beaucoup de temps en psychanalyse pour parvenir à faire quelque chose de cette colère qui vraiment me dévaste. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout en moi et que j'aimerais pouvoir surmonter, faire autre chose. Mais c'est une colère, comment vous dire, soudaine, impulsive et aux antipodes de ce que je voudrais pour ma propre humanité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup que tu dises d'inviter à se regarder soi. Moi, quand je regarde, j'identifie moi-même, mais j'identifie ces autres qui vivent à travers moi, ces héritages dont j'aimerais pouvoir me départir un jour. Moi, tu vois, juste une seconde, moi je suis pas l'inverse de toi, mais moi je me fais peur. Enfin, je me mets jamais en colère. Alors, je m'emballe, ça c'est le côté méditerranéen, mais je me mets jamais en colère. Et quand je me mets en colère, je me terrorise toute seule. Et ce qui fait qu'après, mes enfants sont grands maintenant, mais après, quand je me mettais en colère, j'avais l'impression d'être en colère. J'allais voir mes enfants en disant je suis désolée. Et t'es désolée de quoi, en fait? mais j'étais en colère, là. Ah bon, t'étais en colère? Après, il y a peut-être quand même une différenciation à faire entre action et réaction. C'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé que parfois ma mère casse un verre et qu'on en finisse. Et je pense que des fois, pour se faire entendre, malheureusement, il y a des situations où effectivement, il y a aussi des gestes physiques. Mais je suis pas en train de dire c'est normal de casser des verres. Mais je pense que vraiment, il y a des situations où on est tellement silencié dans nos émotions, on subit tellement d'injonctions ou de violences qu'en fait, la réaction est explosive, comme tu dis, Samuel, par exemple. Vous savez, Coco, je vais faire un peu de pub. Au mois de novembre, je dois intervenir pour un cycle de conférences. Et le thème que l'on m'a attribué, c'est de parler des scènes de ménage et de la vaisselle cassée. Et je vais commencer cette intervention avec une anecdote que je vais vous raconter. Donc ça se passe dans ma famille. C'est une de mes grands-tantes qui l'a vécu. Alors tout ça dans un milieu extrêmement catho, extrêmement tradi, extrêmement bourré de carcans dans tous les sens, etc. Ma grand-tante, donc il y a 80 ans, se marie avec un monsieur qui manifestement très 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 peu de temps après le début du mariage s'énerve, pique une colère, prend une assiette et la balance par terre. Et elle lui a dit ça va pas se passer comme ça. Elle a pris ce qui restait, donc les 11 autres assiettes, dans la pile d'assiettes, elle a tout balancé par terre. Elle a dit la prochaine fois, je casserai tout ce qui reste dans la maison. Il s'est plus jamais énervé. Plus jamais. Elle a dit je le fais une fois, c'est pas deux. Et pourtant, jamais on aurait, avec l'éducation dans ma famille, jamais on aurait pu imaginer qu'une femme hausse le ton sur son mari. Ça ne se fait pas, ça ne se conçoit pas. Il y a quand même du sang corse, on se tait un petit peu. Et ben là, ça a été, tu le prends comme ça, tu casses une assiette, tu vas voir ce que je suis capable de faire. Et je me suis dit, il y en avait qui, déjà, il y a 80 ans, avaient déjà ces ressorts un peu, j'ai le droit d'exister aussi, et tant mieux. Et c'est vachement important, je crois, encore une fois, c'est pas de la violence, c'est un coup de colère de dire, au fait, j'existe. Alors si je dois casser un verre, taper du poing sur la table, de dire, allô, comment je vais te le faire? J'existe, moi aussi, t'es pas le seul. Oui, je comprends. Dans ce contexte, c'était un geste, surtout à cette époque, etc., un geste très fort, voire même un geste féministe. Mais aujourd'hui, je crois que si quelqu'un casse un verre et l'autre casse 12 verres, enfin, si c'était mon ami qui ferait ça, je me disais, oula, elle a quand même un peu pété les... Enfin, je serais un peu inquiète, moi, perso. Mais c'est peut-être parce que ça veut dire quelque chose de la relation, pas de lui et pas de vous. Oui, c'est la relation, c'est qu'est-ce qui se passe là dans la relation pour qu'on ait besoin tout d'un coup, un de casser un verre et l'autre de casser 12 verres. Parce qu'il y avait aussi un tel déséquilibre de liberté, de pouvoir, elle était obligée de frapper très fort. Ah bah oui. Ouais. Mais il y a un moment, même quand il n'y a pas de déséquilibre, on parlait tout à l'heure du conflit et de la violence, il peut y avoir un conflit qui va aller loin
et c'est pas pour autant de la violence, mais il y a un moment, il va y avoir une explosion. Encore une fois, pardonnons-nous au moins une chose, tous autant que nous sommes, c'est d'être des êtres humains, donc on est faillible. Quand Coco parle de la nécessité de la colère, effectivement, moi je suis parfaitement d'accord avec elle. Cette société où on nous dit qu'il faut être bienveillant, il faut être empathique, il faut être dans la compassion, et il faut aimer son prochain comme soi-même. Alors bonjour les réflexes judéo-chrétiens, déjà. Et en plus, flûte, on a le droit de dire « j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol, vous me cassez tous les pieds, ciao ». C'est un magnifique mot de la fin et on va se quitter en disant on a le droit d'être vénère. Eh ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ce fut un immense plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Merci beaucoup Coco, merci Samuel et encore plus grand merci à vous Anne-Laure Buffet. Merci. Merci aussi à notre chargée de production Charlotte Bex, notre réalisateur Quentin Bresson. Self-Care ta mère, c'est le podcast Mal-être de Binge Audio, c'est tous les mois sur toutes les plateformes dans le flux d'après la pluie. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé ce moment en notre compagnie. À très vite.